Donc je m'appelle Eleonore Tarlet, je suis psychologue, psychothérapeute et je suis formée à pas mal de choses en psychothérapie, donc j'ai une approche plutôt, comme on dit, intégrative. Donc au fil de l'eau, je nourrirai mon intervention de toutes ces thérapies et puis ces formations que j'ai pu faire. Voilà, donc déjà pour démarrer, si vous le voulez bien, le thème je l'avais choisi, rester aligné. Alors gardez le cap de la tempête au démarrage, mais ça paraissait un peu... Donc c'est rester aligné en toutes circonstances et j'aimerais bien savoir un peu ce que vous entendez par là ou ce que vous attendez en fait ce soir comme réponse, comme voilà. Qu'est-ce que c'est pour vous rester aligné ou qu'est-ce que vous aimeriez savoir pour rester aligné? Être en phase avec ses valeurs. Par rapport à son environnement, et puis après que ce soit la famille, son environnement de travail. Environnement de travail. Se sentir à sa juste place un peu, et puis même s'il y a des choses qui ne correspondent pas tout à fait, comment on fait pour maintenir le cap. Garder le cap. Savoir dire non. Ah, c'est bien ça. Est-ce qu'il y aurait d'autres choses ou ça vous semble un peu congruent par rapport à ce que vous entendiez sur rester aligné? Donc, bon, on va voir. Alors, rester aligné, c'est une question d'ancrage un petit peu. Hein. Donc, l'arbre qui va maintenir dans la tempête. D'ailleurs, la première posture du yoga qui s'appelle Tadasana, c'est une posture d'ancrage. Et c'est la première posture. Donc l'ancrage, le fait d'être bien enraciné pour pouvoir vriller mais revenir à chaque fois sur son axe, un petit peu comme le roseau. Alors ensuite, effectivement, on n'a pas tous les mêmes ancrages ou les mêmes valeurs. C'est pour ça que c'est bien que vous puissiez m'apporter ça. On n'est pas toujours dans les mêmes environnements de travail, dans le même couple. Donc parfois on va être aligné en fonction des environnements, parfois on ne va pas l'être. Et à sa juste place, donc là on va voir parce que c'est bien, ça touche à ce qu'on peut appeler des schémas, hein, je ne suis pas à ma place, donc ça peut être des choses, quand on parle de schémas, ça peut être des choses qui vont s'activer un peu régulièrement dans sa vie par rapport à son histoire de vie. On va redévelopper ça. Garder le cap, bah, c'est vrai que moi j'ai l'impression quand je suis en thérapie, ça me parle beaucoup parce que quand on fait de la voile, j'ai l'impression que je tiens la barre et puis on est dans la tempête et puis en fait l'idée c'est comme de garder le cap, hein, de garder la barre quoi qu'il se passe parce qu'on va traverser des zones de turbulence. Et savoir dire non, alors j'ai aussi animé des formations qui s'appelaient des GAS, en fait des groupes d'affirmation de soi où il y avait plusieurs techniques pour apprendre, alors notamment apprendre à dire non, mais ça pouvait être plein de choses. Ça pouvait être apprendre à recevoir un compliment, apprendre à faire un compliment, apprendre à faire une demande, apprendre à exprimer un refus. Donc ça, je peux aussi vous apporter des éléments de réponse. Donc, reste aligné, tout l'enjeu c'est déjà, pour connaître son ancrage, savoir qui l'on est. Donc ça part déjà d'une connaissance de soi. Ce qui n'est pas évident dans nos sociétés où on se définit beaucoup par rapport à ce que l'autre nous renvoie de nous ou à ce qu'on attend de nous, à l'image, voilà, aux attendus, aux attentes. Et on se rend compte, alors on le voit aussi beaucoup chez nos jeunes, hein, d'ailleurs, vous voyez, chez la coiffeuse, j'y vais jamais. Donc, ça me permet de papoter, elle me parle de ses enfants, elle me dit c'est terrible parce qu'en fait ils sont toujours sur les réseaux sociaux et ils se font tout le temps des selfies et ils ne se définissent que par rapport aux selfies qui en plus sont retouchés. Et elle me disait même qu'il y a une émission où ils avaient montré à une fille des photos d'elle, donc ces selfies et des photos d'elle qui étaient prises comme ça, et elle disait non mais cette fille c'est pas moi. Et elle montrait les selfies qui étaient retouchées. Et en fait ça perturbe l'image qu'ils ont d'eux tellement ils ne se voient plus dans le réel. Donc effectivement, savoir qui l'on est, il y a des techniques qui vont permettre de développer, savoir qui l'on est pour développer cet ancrage. Pour connaître ces valeurs, évidemment, il faut savoir lesquelles elles sont et si ce sont des valeurs qui vibrent juste pour moi ou des valeurs qu'on m'a enseignées et sur lesquelles je me suis alignée pour ne pas décevoir ou pour peut-être rester dans de l'attachement sécure. Alors, des techniques, par exemple, ça va être de la méditation. Alors, quand on parle de méditation, nous en psychologie, on parle de mindfulness, puisqu'en fait, c'est des techniques issues de méditation spirituelle, mais qui sont nettoyées, on va dire, de religion, parce qu'on n'a pas le droit de faire de prosélytisme, donc ça va rester juste sur de la pratique. Mais en fait, plus on va méditer et plus on va s'ouvrir au spirituel, puisqu'on va développer une ouverture. Et méditer, alors si vous voulez, après on pourra en faire un petit peu, 5 minutes ou 10 minutes avant de terminer si vous le souhaitez. La méditation, c'est tout simplement, ça paraît simple, mais dans la pratique, c'est de l'entraînement, c'est prendre le temps de s'observer.
observe yourself, il disait une personne qui était intervenue au Havre, un grand méditant. Et s'observer, alors parfois on me dit, bah t'observes quoi? Ah oui, parce que les copains ils sont marrants aussi, parce que je dis, il faut s'accueillir soi-même, il dit, mais c'est l'accueil comme à Auchan. Voilà, j'ai des copains formidables. Donc non, c'est pas l'accueil, c'est apprendre à s'accueillir soi-même, c'est déjà en s'observant, et plus on va s'observer, et notamment observer la fluctuation du mental, et observer qu'on est continuellement happé par des pensées, plus on va observer qu'on part dans nos pensées, alors ça peut être partir dans du passé, ah j'aurais dû faire ça, ah il fallait que je rappelle un tel, ah j'aurais dû lui répondre si, ou alors on est dans du futur souvent, je vais pas y arriver, ça va être compliqué, ah je suis sûre que ils vont se rendre compte que j'ai pas fait comme il faut, ou je vais déplaire, ou voilà. Donc on est happé, notre cerveau c'est une machine à débriefer du problème, le souci c'est qu'il fonctionne souvent en roue libre, puisqu'on est dans des sociétés où on ne prend pas le temps de s'accueillir, de s'observer, de développer cette connaissance de soi. Du coup, on va laisser le cerveau, on va être dans une activité très cognitive. Et cognitif, c'est le préfrontal, c'est le cerveau mammalien. Donc on est tout le temps en train de résoudre des problèmes, et je dirais 80% de l'activité psychique est inutile. Voilà, il faut ménager le cerveau de la ménagère de plus de 50 ans, même en dessous, parce que sinon on s'épuise en fait. Donc méditer, c'est ne serait-ce que 5 minutes chaque jour, un peu comme la brosse à dents, on prend le temps et on observe. Alors on observe qu'on est parti dans des pensées, peut-être on observe qu'on est souvent dans les mêmes schémas de répétition, peut-être on observe que tel type de situation me met tout le temps en colère. Voilà. Et plus on va observer, plus on va développer cette connaissance de soi. Alors évidemment, je vous dis ça, mais il n'y a pas que la méditation, puisqu'il y a aussi... Vous voyez, je cite des exemples récents, j'aime bien parce que ça me reste toujours en tête. Une personne qui me disait, bah, c'est chouette parce que dans le couple, en fait, on apprend à se connaître. Alors, dans les couples bienveillants, puisque si vous êtes avec un pervers narcissique, bon, ce que vous allez apprendre à connaître de vous, ce sera peut-être pas très congruent ou pas très sain. Donc, dans un couple bienveillant, où il y a vraiment un accueil inconditionnel, on peut se permettre de se renvoyer des feedbacks. Et comme on sait qu'on est aimé, on va se dire, ah ouais, c'est pas la première fois qu'il me dit ça, peut-être bien qu'il n'a pas tort, et du coup, ça va amener une introspection, un questionnement sur soi, mais qui va être sain. Parce que c'est vrai que si on nous dit à chaque fois qu'on a tendance à être comme ça, peut-être bien qu'il y a un petit peu de vrai, peut-être bien que ça vaut le coup, moi, que j'aille observer ça chez moi. Et comme ça permet de casser des schémas de répétition. Alors, là encore, nos sociétés, c'est un peu compliqué parce qu'on est dans des sociétés de consommation et on va consommer du couple aussi parfois comme on consomme des aliments. Hein. Donc, moi j'ai entendu des personnes qui disaient, bon, celui-là, non, il m'a dit ça, alors, hop, exit. Bon, alors celui-là, ouais, il était mignon, mais il avait une moustache, moi j'aime pas. Exit. Alors celui-là, alors c'est terrible parce que plutôt que de se remettre en question et de se dire, bon, moi, qu'est-ce que je recherche, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce qui est ok pour moi, et du coup, d'être dans cette souplesse, pour être dans l'accueil aussi souple, inconditionnel de l'autre. Quand je dis inconditionnel, ça ne veut pas dire qu'on se résigne et qu'on accepte tout. Ça veut dire qu'on arrive dans des a priori sans jugement, dans des a priori positifs. Alors, se sentir à sa juste place, je réponds à ça parce que j'aime bien formuler comme ça. Donc moi qui suis psychothérapeute, je travaille sur des personnes qui, du tout venant, ça peut être vous, ça peut être moi, qui viennent me voir parce que souvent ils disent je me rends compte que je répète toujours un peu les mêmes scénarios, les mêmes schémas, et puis j'ai compris mais j'arrive pas à m'en sortir en fait, c'est plus fort que moi, à chaque fois je me retrouve dans le même type de situation, ou je retombe sur le même type de conjoint. Alors en fait quand on s'aperçoit qu'on est dans des schémas de répétition, c'est en général que ça vient de nous, et ça vient de nous, on a construit des petits logiciels en fait qui nous ont appris à fonctionner d'une certaine façon. Ces petits logiciels qu'on a installés, ils sont en fonction de l'inné et de l'acquis, c'est-à-dire de celle que je suis au démarrage, mon type de personnalité, mon tempérament, mais aussi les interactions avec l'environnement. On voit bien que dans la fratrie, ils ne vont pas avoir le même caractère au démarrage, ils ont peut-être le même type d'environnement, ils ne vont pas réagir pareil, ils ne vont pas vivre les situations de la même façon. Donc ces petits logiciels, il peut y en avoir certains, où il y a des cognitions négatives sur soi du style « je ne suis pas à ma place ». Alors ces petits logiciels qui continuent à me faire réagir de la même façon, alors ça peut être par exemple à chaque fois que je suis dans un groupe, je ne prends pas ma place parce que je me sens décalée.
Je me sens pas à ma place, je me sens pas intégrée, je me sens pas appréciée. Sauf qu'en fait, quand on débriefe, je me rends compte que c'était pas juste en fait. C'est que je me suis tellement pas intégrée qu'au bout du compte, on n'est pas venu me chercher. Parce que les gens peut-être se sont dit, cette personne, elle a envie de rester tranquille, ou c'est un solitaire. Ou... Donc, les feedbacks qu'on a envoyés ont fait comprendre au reste des personnes que peut-être on n'avait pas envie d'être interpellé. Sauf qu'en fait, le schéma de départ, c'était « je suis pas à ma place ». Donc c'est ok un schéma, c'est vraiment on a installé ça et on l'a installé parce que au démarrage c'était logique et adapté dans mon histoire, dans mon développement. Donc ces schémas, ça s'appelle des SPI. SPI, des schémas précoces inadaptés. C'est-à-dire qu'ils ont été construits précocement, donc précocement de façon adaptée. Imaginons que je suis issue d'un couple qui s'est séparé. Et mes parents refont leur vie, et en fait moi, je suis un peu la 7e roue du carrosse. Vraiment. C'est-à-dire qu'ils avaient déjà des enfants, ça se passe très bien, machin, mais moi, on ne me trouve pas de place, on ne me parle pas, on ne m'intègre pas, je me rends compte qu'il y a des trucs qui se font, des mouvements familiaux où on oublie de me prévenir, enfin, effectivement, dans mon histoire de vie, on n'a pas su me donner ma place. Donc c'est quelque chose de vrai que j'ai vécu douloureusement puisque effectivement c'était pas adapté et ça n'a pas comblé mes besoins. Sauf que ce schéma, qui s'est construit de façon adaptée précocement, il va continuer de me jouer des tours puisque dans ma vie adulte, je vais continuer à avoir ces mêmes décodeurs de « je suis pas à ma place ». Et là par contre, les décodeurs seront devenus inadaptés. Donc se sentir à sa juste place, c'est vraiment bien posé comme ça parce que pour être aligné, si je suis dans ce type de schéma, il va falloir que j'aille réparer mon schéma de « je ne suis pas à ma place ». Et là, du coup, je me sentirai alignée et je me sentirai à ma place n'importe où, puisque c'est moi qui décide de prendre ma place. Si je décide d'aller quelque part et que dans cet endroit-là, j'ai envie de prendre ma place, c'est moi qui vais le décider. Ou si je vais dans un endroit, un environnement et que les feedbacks ou le climat social ne me conviennent pas, c'est parce qu'effectivement je serai bien alignée avec ce que je souhaite ou ce que j'attends et ça ne conviendra pas à ce que je veux. Donc garder le cap, là on a vu. Alors on arrive d'autant mieux à garder le cap qu'on a quand même une bonne connaissance de soi et qu'on a tous nos besoins fondamentaux qui sont bien nourris. Alors les besoins fondamentaux, c'est là encore dans mon développement, il y a 7 besoins fondamentaux de l'enfant. Si ils ont été globalement à peu près nourris, alors je dis globalement à peu près parce que souvent on me dit « Ah oui, mais un jour j'ai fait ça, donc mon gamin il va être traumatisé à vie. » Bon, c'est pas parce qu'un jour j'ai pas été adaptée ou j'ai crié sur mon gamin ou je sais pas quoi que ça va faire un trauma. Hein. Il faut que ce soit répété, c'est un peu le supplice de la goutte d'eau. Donc si de façon à répéter j'ai des petits traumas, ça va me créer des schémas précoces inadaptés. Donc pour garder le cap, il faut déjà faire du nettoyage intérieur avec nos petits traumas, petits ou gros traumas, pour nous permettre d'avoir l'ancrage. Parce que, ça va jusque là? Parce que donc je vous parlais des besoins fondamentaux de l'enfant. Effectivement, si l'un ou l'autre n'ont pas été nourris correctement, ça va me créer ces fameux SPI, ces fameux schémas précoces inadaptés. C'est Jung qui parle de ça. Alors Jung, pas le Jung de Freud, hein, le Jung contemporain, Jeffrey Jung. Donc dans les besoins fondamentaux, il y a « je ne suis pas à ma place », mais ça peut être d'autres choses. Si j'ai eu des carences affectives, imaginons, je suis dans une fratrie où il y a un enfant qui est malade. Donc il va exiger beaucoup de soins des parents, logique. Donc c'est pas que les parents n'aiment pas l'autre enfant, mais c'est qu'ils ont tellement de soucis par ailleurs, ils disent celui-là il pousse bien, tout va bien, il va bien à l'école, il est en bonne santé, donc ok. Et finalement l'enfant ne réclame pas, donc il pense que ça roule. Sauf qu'en fait l'enfant peut-être qu'il a intégré, ils ont déjà suffisamment de soucis avec mon frère ou ma soeur, je ne vais pas leur en rajouter, donc moi je vais faire le plus discret possible et puis je vais les épargner. Mais en fait, finalement mes besoins affectifs n'ont pas été nourris, puisque j'aurais aimé avoir des câlins, j'aurais aimé qu'on joue plus avec moi, j'aurais aimé qu'on m'emmène rien que moi pour faire un week-end. Voilà. Et finalement, j'étais enfant, je ne l'ai pas exprimé, et les parents ne se sont pas rendus compte, et ça a créé un schéma, par exemple, de « j'existe pas », ou « je compte pas », ou « je ne suis pas important ». En fait, c'est des besoins de bon sens. Et là encore, je vous dis, c'est vraiment si c'est régulier. Hein. Par exemple, le besoin d'avoir un environnement stable, de stabilité,
Si par exemple j'ai un des deux parents qui boit, je vais un peu développer de l'hypervigilance en me disant je ne sais jamais trop dans quel état papa va rentrer. Donc en fait je suis toujours en train d'essayer de décrypter sur le visage de papa si ce soir ça va bien se passer ou s'il va crier ou s'ils vont s'engueuler avec maman. Et ça va développer une hypervigilance, par exemple dans mon couple ensuite. Et j'avais une dame qui me disait je dois être folle parce que mon mari, dès qu'il rentre, je suis en stress et puis je suis tout le temps en train d'essayer de voir. Elle dit au premier regard, je vois si ça va ou pas. Elle me dit c'est débile parce qu'il est toujours pareil à lui-même, mon mari. Donc en fait, elle venait me voir parce que s'était bien rendu compte qu'il y avait un SPI, il y avait un décalage. Et effectivement, alors là pour le coup, c'était pas de l'alcool, mais sa mère était psychotique. Donc c'est vrai que c'était très déstabilisant. Elle avait une mère très aimante par moments, et puis à d'autres moments, une mère qui pouvait se transformer en furie, qui la poursuivait, qui voulait la frapper alors qu'elle n'avait rien fait, quoi. Donc voilà, par exemple, après le besoin d'être aimé inconditionnellement, alors c'est par exemple, je suis aimée quoi que je fasse, parce que si je suis aimée que quand je ramène des bonnes notes, ça va créer des SPI d'exigence élevée. Je fais jamais assez bien. Ou alors je serai aimée que si je fais bien. Mais là encore, c'est pas qu'une fois, hein. Faut que ça soit... Alors, je voulais vous parler aussi de... Il y a plusieurs théories qui parlent de la même chose. Épictète, philosophe stoïcien, vous voyez. Donc en fait, il faudrait que je retrouve la phrase exacte, mais en gros, ce qu'il a dit, c'est ce sur quoi tu peux agir, agis dessus, et ce sur quoi tu ne peux pas agir, accepte-le. C'est pas de la résignation, c'est de l'acceptation. Donc là, ça fait lien aussi avec la norme d'internalité, une norme d'externalité. Donc en gros, internalité. Alors, donc cette norme, donc ça c'est de la psychosociologie, mais ça fait lien aussi avec Épictète ou avec d'autres choses, hein, parce que de toute façon en fonction des théories on retrouve un petit peu les mêmes concepts mais pas avec les mêmes noms. Donc ça c'est bien pour rester aligné aussi, hein, et ça va faire lien aussi avec l'esprit, avec d'autres choses. Donc ce sur quoi je peux agir, on va dire, c'est la norme d'internalité, ce sur quoi je peux agir. Imaginons si je veux essayer d'être le plus souvent souriante, j'ai la main là-dessus. Si je veux faire en sorte que mon mari soit le plus souvent souriant, j'ai une partie de main là-dessus parce que je peux essayer de lui être agréable. Mais si lui décide de faire la gueule tout le temps, je vais être un peu limitée au bout d'un moment. Je vous donne des exemples un peu idiots, hein, mais ça vous parle. Évidemment, c'est le cas pour personne. Bon, c'est un exemple. Donc la norme d'internalité, c'est que j'ai tendance à expliquer. Je fais un lien entre deux trucs. Bon. Je reprends mon premier concept, excusez-moi. Épictète, parce que il y a beaucoup de choses, et notamment aujourd'hui, en fait, il y a beaucoup de choses qui sont brouillées. On essaye de nous culpabiliser ou de nous faire croire qu'on a la main sur certaines choses alors qu'on n'a pas la main dessus. Mais ça, ça peut, pour rester aligné, c'est vraiment important parce que si on est quelqu'un de foncièrement gentil ou qu'on a, on a une histoire de vie qui ne nous a pas permis de prendre confiance en nous, on va avoir tendance à expliquer beaucoup les choses par nous-mêmes et à culpabiliser pour des choses qui ne relèvent pas de nous. Et on peut être des super victimes pour les manipulateurs. Donc là, ça va être de la communication à double fond. Donc, c'est une théorie, l'analyse transactionnelle, qui est assez utilisée. Je pense qu'en le voyant, vous allez me dire, ah oui, ça me parle, PAE. Donc, cette théorie qui s'appelle l'analyse transactionnelle, elle étudie les transactions de communication entre deux personnes. Donc, imaginons, ça c'est moi et ça c'est une autre personne. Et il va y avoir des échanges de communication. Donc, je vais vous montrer un petit peu le fait de, quand on est des super victimes, on va être des petits pantins privilégiés pour les manipulateurs, si on est trop dans la norme d'internalité ou qu'on a tendance à trop prendre à sa charge des choses qui ne relèvent pas de nous. Donc, cette théorie, elle part du principe que à l'intérieur de nous, on a trois sphères, on a trois parties. On a une partie parent, alors c'est une partie qu'on va utiliser quand on est dans notre rôle éducatif, quand on va transmettre, quand on est dans la pédagogie. On a une partie enfant, c'est celle qu'on utilise quand on fait les imbéciles, qu'on rigole avec des potes, ou qu'on rigole avec nos enfants, voilà.
Mais la majeure partie du temps, on essaye d'être dans une partie adulte adaptée. Donc l'énergie, en fait, elle va circuler et on essaye d'être le plus possible dans une partie adulte. Alors après, c'est plus complexe que ça, cette théorie, parce que dans l'adulte, il y a aussi des parties parents, parties enfants, etc. Mais là, je ne vais pas vous le développer, je vais vraiment simplifier pour que vous puissiez repartir un peu avec des billes. Donc l'autre, il a aussi parents, adultes, enfants, et il est censé faire un peu pareil. Alors, exemple. Si je dois, je sais pas, je dois rentrer là après la conférence et puis je demande à une personne, tiens, est-ce que ça vous embêterait pas, c'est sur votre chemin, de me déposer parce que sinon il faut que je rentre à pied et ça me rendrait vraiment service. La personne, là, je lui fais une demande explicite dans mon adulte et d'adulte à adulte. Et donc la personne, elle est libre de répondre. Oui, avec plaisir, ça ne me dérange pas du tout, au contraire ça me fait plaisir. Ou alors de dire, ah je suis vraiment embêtée parce que là il faut que je rentre rapidement et c'est pas du tout mon coin, donc vous pourrez peut-être demander à quelqu'un d'autre, mais moi je suis désolée, c'est pas possible. Si on n'est pas dans une communication adulte-adulte, les personnes qui manipulent vont être soit dans la partie enfant, soit dans la partie parent. Par exemple, ce serait oh là, je suis vraiment embêtée, je sais pas comment je vais rentrer chez moi. Alors, puis en plus, j'ai mal aux pieds, puis je me suis fait un lumbago hier. Oh là, c'est galère. Je suis dans une plainte, un monologue, une plainte stérile. Mais je suis sûre que parmi vous, il y a des petits Saint-Bernard qui vont jumper à pieds joints dans le truc. Qui vont, oh, si vous voulez, moi je vous ramène, hein, machin. Bon. Donc ça, entre gens sains et normaux, c'est bien, c'est chouette. Même si j'ai pas formulé ma demande et que j'ai fait l'enfant, j'étais dans une plainte stérile, je me plains. Du coup, qu'est-ce que je fais quand je suis là? Je vous appelle dans votre parent qui prend soin. Et vous répondez en apportant de l'aide à l'enfant. Alors ça doit vous parler dans d'autres séquences de communication. Je vous donne celle-là, mais au boulot ou avec les enfants, avec les gens de la famille, c'est des choses, on se fait souvent appeler là-dedans. Alors ensuite, ça peut être dans le parent. Je sais pas, je vous pose une question et puis personne ne répond. Je dis, vous ne savez même pas ça. Alors, donc là, qu'est-ce que je fais? Je suis en train de juger. Donc je fais croire que je suis d'adulte à adulte. En fait, je suis en train de vous mettre dans l'enfant. Parce que ceux qui sont trop dans la norme d'internalité, qui n'ont pas assez confiance en eux et qui ont tendance à culpabiliser exagérément, direct, ils vont se sentir culpabilisés, ils vont ressentir de la honte, ils vont dire ah, c'est vrai, oh, je suis nul, machin, je sais même pas ça. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on se justifie. Bah oui, enfin je le sais pas, mais bon, c'est parce que j'ai pas appris tel truc, ou c'est parce que cette année-là j'étais malade, ou... Donc je sais pas si ces exemples ils vous parlent, on peut en trouver d'autres. Hein. Si vous en avez, n'hésitez pas à fournir, hein, à illustrer d'exemples. Donc, du coup, si on revient un petit peu sur ce sur quoi on peut agir et de rester aligné, si on est aligné, on va avoir plus de facilité à revenir dans l'adulte. Parce que là, qu'est-ce qu'il faut faire quand la personne, elle m'appelle dans l'enfant ou dans le parent? Il faut que je revienne dans l'adulte et que je réponde d'adulte à adulte. Une personne qui me met dans l'enfant, donc quand elle nous met dans l'enfant, elle nous met dans l'émotion, dans la culpabilité, dans la honte. Donc en général, on a tendance à répondre en symétrie, c'est-à-dire qu'on se justifie. Donc déjà, ne pas se justifier. Donc par exemple, vous n'avez pas d'exemple là? Tu entends quoi par là? Voilà, ouais, t'entends quoi par là? Alors ça, effectivement, revenir dans l'adulte, ça c'est très bon. Parce que si on nous a fait culpabiliser, plutôt que de se justifier, on va faire préciser la demande. Donc ça c'est excellent. Parce que du coup, on quitte sa place d'enfant où on ne va pas se justifier, on ne va pas saisir la perche en fait, de la culpabilité. On va revenir dans l'adulte et on va remettre l'autre dans son adulte. Qu'est-ce que tu entends par là? Alors, si vous êtes face à un vrai pervers narcissique, il ne va pas aimer. Hein. Il va switcher. Ça n'aime pas à prendre ses responsabilités. Hein. Il va switcher du parent à l'adulte. Il dira jamais dans l'adulte. Par exemple, je sais pas, une séquence de communication, on était allé voir un film avec je crois le réalisateur qui était venu après, j'avais trouvé ça très intéressant. Et puis je fais route avec un gars là,
de l'assaut. Et puis il n'arrête pas de critiquer. Hein. Ouais, c'est nul, il est comme ci, il est comme ça, machin. J'en avais un peu, donc j'essayais de préciser, mais qu'est-ce que t'as pas aimé? Oui, t'as vu commenter, il faut que tu comprennes tout. Bon. Je lui dis, bah, qu'est-ce qui te fait dire qu'il faut que je comprenne tout? Ah, mais tu prends pour toi! Bon, donc vous voyez, j'ai essayé, hein. Et là, j'ai bien capté tous mes trucs de pervers narcissique où je m'en suis pris plein la tronche alors que je cherchais juste à comprendre et qu'il argumente. Mais en fait, comme il voulait être dans une critique stérile et qu'il n'avait aucune intention de prendre ses responsabilités, d'argumenter et d'assumer la responsabilité de sa communication, et ben du coup, je m'en suis pris pour mon grade. Mais ce qui était très bien puisque je me suis dit, celui-là, plus jamais. Voilà. C'est pratique. C'est tri sélectif, très rapide. Donc ensuite, donc là, c'est quand ils nous mettent dans l'enfant pour pas culpabiliser. Et quand ils nous mettent dans le parent, souvent ils nous mettent dans le parent maltraitant. C'est-à-dire que ils vont faire leur victime, et comme si nous on les mettait en victime. Oui, t'as vu commenter, de toute façon tu m'écoutes jamais. J'ai une séquence comme ça, un petit peu avec une fille et sa mère. Et donc sa mère a une communication manipulatoire, et donc à chaque fois que la fille essayait un peu de la remettre dans sa partie adulte, la mère disait oui, de toute façon, tu es toujours comme ça avec moi, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter une fille comme ça? Regarde comme je souffre. Et donc, ça va aller. Bon, là ça va, j'ai touché juste. Donc en fait c'est compliqué parce que c'est des gens qu'on ne peut pas attraper. Alors soit effectivement on est vraiment des enfants ingrats et super maltraitants, voilà. Ou soit on va être un parent maltraitant et on voit qu'on fait souffrir l'autre. Ah mon Dieu, qu'est-ce que tu es méchant. Donc en fait il n'y a pas d'issue. Donc restez alignés, ça peut vous aider. Quand vous voyez que la personne vous envoie dans l'enfant ou vous envoie dans le parent, on essaye de descendre et on remet l'autre face à ses responsabilités. Et si vous voyez que l'autre, ça switch de l'un à l'autre, vous actez que, bon ok, pas possible de communiquer avec elle, on évite. Parce qu'avec les manipulateurs, la meilleure solution qui existe, c'est de l'évitement. Après, il y a des gens qui me disent « Ouais, mais je suis lâche, je suis partie. » Non, non, c'était très adapté dans ce genre de situation. Parce que vouloir... en fait, on ne gagne jamais avec un manipulateur. Une structure narcissique, hein, on dit manipulateur, c'est les médias qui disent ça, mais la structure de personnalité, c'est une structure narcissique. Et comment on fait quand on est face à une structure de personnalité narcissique dans le monde professionnel? Donc effectivement, alors si c'est le couple, oui, et encore, quand il y a des enfants en jeu, c'est compliqué, mais s'il n'y a pas trop d'enjeux, il faut partir. Quand c'est dans le monde professionnel, il faut être le plus objectif possible et il faut tout clarifier. C'est-à-dire, il faut essayer de laisser le moins de zones d'ombre possible ou d'espace de liberté à cette personne. Ça, alors, c'est pas toujours possible, je le sais, hein, mais ça va être par exemple si la personne, si c'est votre chef qui vous fait des demandes paradoxales ou qui disqualifie juste après, ça va être de faire un petit mail ou un courrier interne rapidos, hein, en disant j'ai bien compris votre demande de traiter tel truc, voilà, votre demande ce jour. Alors ça, ils n'aiment pas. Mais j'ai testé, moi, à l'époque, où j'étais dans une structure, il y avait des secrétaires qui étaient des vraies pestes. Et donc, à un moment donné, j'en avais ras-le-bol parce qu'elle me planquait mes dossiers, parce qu'elle appelait le chef en disant que j'étais pas compétente, que je perdais mes dossiers, machin. Bon. Donc, en fait, à chaque fois que je leur faisais une demande, je faisais comme elle en interne, donc ils faisaient des petites demandes, puis ils collaient un petit post-it avec une petite fleur. Ah, tiens, coucou, peux-tu me faire ça, machin. Je faisais comme elle. Mais en plus, je doublais d'un petit mail pour qu'il y ait une trace écrite en disant ben voilà, je te remercie de bien vouloir me sortir tel dossier, machin. Bon. Et alors là, elle n'aimait pas. Hein. Ouh là 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 là. Qu'est-ce que j'avais pas fait là, hein. Et donc moi j'étais sur Le Havre et le responsable de la structure était sur Rouen. Et en fait j'ai appris parce qu'un jour il déboule dans le service. Il me dit oui, il paraît que vous faites des mails au secrétaire. Je dis oui. Et donc elles avaient appelé pour se plaindre que mon Dieu, je sais pas quoi, comme si c'était moi la harceleuse, hein. Vous voyez, j'avais pris la place du parent maltraitant. Hein. Et donc je lui dis oui bien sûr, ben, je vais vous montrer. Et donc je lui montre les mails. Tiens coucou, est-ce que tu peux me sortir tel dossier, machin. Je regarde, il me dit c'est ça, les mails. Je dis oui. Et alors là, ah ben voilà, le truc qui se dégonfle.
Bon, je vous donne un exemple perso, c'est pas toujours possible aussi facilement ou quoi, mais plus vous allez border par écrit, plus l'autre il aura plus de marge de liberté, plus il va être coincé et moins il vous emmerdera. Oui, ben je vois bien votre réaction, je sais, je compatis, hein, mais on est bien à travailler tout seul. Hein. Ça n'a pas toujours été le cas, donc oui, j'ai été confrontée à ce genre de situation. Vraiment, essayer d'être le plus politiquement correct possible, et ces structures-là, elles jouent avec nos affects, avec nos émotions. Donc essayez qu'il n'y ait pas d'accroche, de ne rien montrer, d'être le plus descriptif possible et de ne saisir aucun hameçon. C'est comme si, hop, il lançait des hameçons pour vous accrocher et nous, on y va. Donc là, il faut essayer de l'hameçon, vous le laissez regarder, vous le laissez retomber, puis voilà. Donc ça, par exemple, les plaintes stériles, c'est assez facile. Hein. Ça, oh là là, tel autre collègue, elle m'a pas rendu son truc, tu te rends compte on laisse parler, on laisse parler. Hein. Il n'y a pas de question. Il n'y a pas de question, il n'y a pas de demande. Alors ça peut être à un moment donné, pourquoi tu me dis ça? Qu'est-ce que tu attends de moi par rapport à elle? Fais clarifier. Ah, ben rien du tout, si on ne peut plus rien te parler. Ah oui, bon, d'accord. Donc on essaye de ne pas prendre l'accroche. De toute façon, vous allez le voir, parce que soit il y a une demande claire d'adulte à adulte, et à ce moment-là, vous l'abordez par écrit si c'est possible, ou faire en sorte qu'il y en ait d'autres à côté. Enfin, c'est de la stratégie. Hein. Il en revient quand même au fait de dire que pour pouvoir faire ce genre de choses, il faut être quand même très sûr de soi et confiant, enfin avoir une très grande confiance en soi, avoir bien décrypté les messages. Être aligné. Voilà, c'est ça. Alors pour être aligné, du coup, effectivement, on en revient un peu à ce que je disais au début, donc et la méditation, et réparer ces schémas du coup qui sont en lien avec des traumas de vie, des carences, des besoins fondamentaux qui nous ont créé des accroches. Donc effectivement, tant que les accroches sont encore actives, on a du mal un peu à se discipliner. Hein. Et quand je parle d'accroche active, c'est au niveau du cerveau limbique, des cerveaux archaïques, cerveau reptilien, l'amygdale qui est dans le cerveau limbique. Nos schémas, ils sont situés dans ce cerveau-là. Et c'est pour ça que c'est beaucoup plus compliqué de reprendre la main dessus. On le sait cognitivement, intellectuellement, mais à chaque fois, on va se retrouver dans les mêmes situations, où on va se retrouver dans des situations comme ça, où la peur va être activée. Et on va être complètement... Et donc là, on est prêt à faire tout ce que l'autre veut, parce que ça active des anciens réseaux neuronaux de mémoire traumatique qui nous maintiennent dans la peur. Donc pour être aligné, il faut réparer ces schémas, réparer ces traumas en fait. Et puis ensuite, il y a des pratiques d'hygiène quotidienne, comme la méditation, pratiquer aussi une espèce de spiritualité, en fait, de gratitude envers la vie, de bienveillance envers les autres. Oui. Je sais pas, vous parlez des fois de cohérence cardiaque? Oui, tout à fait. La cohérence cardiaque aussi, ça équilibre le sympathique et le parasympathique. Oui, c'est très bien aussi. Le yoga ou des pratiques de tai chi, enfin tout ce qui va permettre effectivement de travailler cet ancrage. Hein, Moi je dirais, j'ajouterais une chose, être bien ancré, c'est bien, mais après il faut reconnaître les tentatives manipulatoires aussi. Il faut avoir une sorte de vigilance de quelqu'un qui nous emmène sur un terrain qui n'est plus un terrain normal, d'adulte à adulte par exemple. Ouais. Et ça, ça nécessite quand même une forme de vigilance. C'est comme le code de la route, on doit avoir une vigilance permanente, ancrée en nous, quand on est usager du piéton ou du cycliste. Et ben, je crois que dans la vie aussi, il faut avoir une forme de, pas de méfiance, mais de compréhension qu'on est éventuellement une victime potentielle pour quelqu'un. Alors, ce que vous dites, ça me fait penser à... J'ai une cousine qui était... Enfin, je dis qu'elle était bonne sœur parce qu'elle a décidé de fonder un foyer, du coup elle est sortie de sa communauté. Mais elle m'a dit l'autre jour un truc qui est très vrai, elle me dit « Maintenant j'exerce ma faculté de discernement ». J'aime beaucoup comment ça a été dit. Elle me dit avant, moi j'étais vraiment dans une spiritualité, dans un amour de tout le monde, un amour chrétien, et je faisais confiance à tout le monde. Et en fait elle s'est beaucoup faite avoir, et puis elle en a payé les pots cassés. Et elle me dit maintenant, je me réserve le droit d'utiliser ma faculté de discernement. Je dirais plus dans les relations interpersonnelles, si vraiment on est bien aligné, on est dans cet accueil inconditionnel de soi-même, finalement, on n'a plus peur en fait. Et on va juste en fait observer les choses comme elles sont, mais on va avoir une espèce de distance
Quand on médite, on développe une espèce de zone tampon entre l'environnement, les autres et nous. Moi, avant de méditer beaucoup, voilà, peut-être de réparer mes schémas, tout ça, je sentais bien, j'avais des accroches, hein. Ou alors je m'activais dans la peur, ou j'étais paralysée, ou je bégayais. Non mais je suis une timide maladive à l'origine. Hein. Ah oui, tout le monde se marre. Mais c'est vrai. Il faudrait que je vous envoie ma famille, parce que ma marraine, elle me dit, mais vraiment, quand je vois ce que t'es devenue, non, moi non plus, je me reconnais pas. Bon, en tout cas, c'est pas vraiment, pour moi, c'est pas comme conduire, c'est plus que on se fait confiance en fait. Dans sa faculté de discernement, on se fait confiance dans son décodeur. Et finalement, il y a des choses qui vont vibrer juste ou qui ne vont pas vibrer juste. Et comme ça se passe aussi beaucoup avec notre instinct, je dirais plus que le décodeur est plus au niveau des tripes ou du cœur que de la tête. Et si on écoute sa tête ou qu'on est dans sa peur, on se plante. Je ne sais pas si ça vous parle. En fait, la peur, vous savez, mène au côté obscur de la force. N'exclut pas le Plus où danger. j'ai appris ça. Et la peur n'évite pas le danger, exactement. Donc plus on est dans la peur, et plus on va avoir une activité cortiquée qui va nous tromper. Et en général, quand vous prenez des décisions qui font suite à des peurs, on prend de mauvaises décisions. Je suis persuadée que ma femme va me quitter, donc pour éviter qu'elle le fasse et pour éviter de souffrir, hop, je la quitte comme ça, je suis tranquille. Donc souvent les gens ils me disent... je pense à un jeune homme là que j'ai, il me dit moi je suis très rationnel, il me dit moi j'ai besoin de tout comprendre, je suis très rationnel, etc. Mais en fait, ce qu'il appelle rationalité, c'est qu'en fait on est manipulé dans des peurs, et on est tout le temps manipulé dans des peurs dans la société actuelle. On a des... c'est du poison quotidien. La peur de finir seul, la peur de vieillir, la peur de plus être aimé, la peur de manquer d'argent, la peur de plus avoir un toit, la peur que ses enfants nous quittent. En fait, on est bouffi de ça, et avec la télé, avec les films, avec les pubs, en fait c'est partout, quoi. Donc pour être aligné, il faut nettoyer déjà toute ce gloubi-boulga ambiant qui nous tord le cerveau, qui nous fait un métaverse, qui nous met à l'envers. Pour rester aligné, et il faut vraiment rester avec soi, méditer avec les gens qui sont bienveillants et qu'on aime autour de nous. Et l'amour est très structurant, parce qu'il va nourrir des vibrations au niveau du cœur, pas de la tête. Quand je dis oui à quelqu'un, quelle est la partie de moi à laquelle je dis non? Quand je dis oui à quelqu'un, quelle est la partie de moi à laquelle je dis non? Alors c'est là d'ailleurs, à ce moment-là où je me dis, en fin de compte, c'est oui ou c'est non. Et en même temps, c'est accepté. Même si je dis oui, c'est accepté. On peut avoir dit le oui, on peut l'accepter. Oui, mais quelle est la partie à moi? Je dis non. Si la partie, ma partie du non est trop forte, à ce moment-là, je dis non. en tout cas, faire des choix, dire oui quelque part, c'est à un moment donné renoncer sur d'autres choses. Oui, mais c'est les accepter. Voilà, Si c'est un oui d'acceptation. exactement. Donc c'est un peu C'est ce pas un que... oui de victime, c'est un oui d'acceptation. Exactement. C'est-à-dire que je ferai que ce que moi je veux bien faire. En alignement. C'est En ça. alignement. En alignement, ouais. Et là, il faut que je vous parle aussi de la dissonance C'est cognitive. pour ça que parfois ça prend du temps avant de donner une réponse. Parce que, est-ce que c'est en accord avec moi-même? Voilà. De toute façon, la confiance en soi, ça se développe au fur et à mesure. Et quand je vous disais en rigolant, je fais mes expériences, mais c'est ça, enfin on le voit chez nos enfants, hein. Si on les protège trop, finalement ils vont devenir assez vulnérables, alors que si on les laisse vivre des choses, mais nous on est derrière pour rattraper le truc ou les réaligner, finalement plus ils vont vivre d'expériences et plus ils vont voir qu'ils sont capables de s'en sortir tout seuls ou pratiquement tout seuls, plus ils vont se dire « Ah ça je sais faire » ou « Ah ça c'est une situation déjà connue, je peux y aller ». Mais comme nous, on est des mammifères et qu'on n'a pas envie de souffrir, on a tendance à éviter les expériences douloureuses. Et plus on évite, plus c'est difficile. Comme les phobies. Moi, je me confronte à ma phobie, et bien plus je vais en avoir. Et ensuite, je vais avoir une généralisation sur d'autres situations. Donc, je vous invite à ne pas éviter ou le moins possible, ou en restant dans ce qu'on appelle nous une fenêtre de tolérance, de faire vos petits exercices d'exposition. Alors, ça peut être aussi des shame attacks, comme on fait en thérapie cognitive. Ça, c'est Didier Pleu. Alors, Didier Pleu, si vous voulez regarder, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Il est docteur en psychologie. Au démarrage, il était EduxP. Donc, avec Didier Pleu, j'ai fait sa formation qui s'appelle la thérapie cognitive d'Albert Ellis. Et il faut se faire des shame attacks. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a repéré ces schémas, shame, des attaques de honte.
une fois qu'on a repéré ces schémas, par exemple, moi c'est quand j'apprécie quelqu'un, par exemple Didier Pleu que j'aime beaucoup, par exemple mon attaque de honte, ce serait de lui dire que je le trouve nul, quoi. Ce serait de le casser, de chercher à l'humilier, ça pour moi c'est rien que d'y penser, j'ai voilà. Donc vous, vos shame attacks, ça peut être dans d'autres domaines. Quand on a fait des shame attacks dans le groupe, il y avait une fille par exemple, elle, c'était de penser qu'elle sente mauvais. Donc en fait, pendant les 3 jours de formation, elle ne s'est pas brossé les dents, elle ne s'est pas lavée, les cheveux. Elle a fait sa shame attack pour voir ce qui se passe. Donc il faut se frotter, il faut aller expérimenter et voir ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on va vraiment récupérer dans la vraie vie ce qui se passe vraiment, et comme ça, ça va détruire nos pensées automatiques, nos a priori qu'on avait. Et c'est vrai que quand on va expérimenter, vraiment, moi je vous invite à le faire, on est super étonné que tout ce qu'on s'était imaginé qui allait se passer, eh ben, il n'y a rien. En tout cas, nous, il n'y a rien. Alors, du coup, moi, c'était dans le domaine de... J'ai mis 3 jours à le faire, j'ai attendu la fin de la formation parce que c'était tellement pour moi que c'était compliqué. Et donc, à un moment donné, ça a tombé bien puisqu'il commence à faire un petit peu le tour des stagiaires en disant, ben voilà, est-ce que vous avez aimé la formation, pas aimé, hein? Je me dis, je me lance. Et je lui dis, bah écoutez, monsieur Pleu, moi vraiment j'étais très déçue, très déçue. Ce qui n'est pas du tout moi. Hein. Donc là je vous dis, je crois que le t-shirt il devait faire des bons. Je me dis, ça va se voir, c'est pas possible que ça se voit pas, les trucs là. Alors je me dis, Léonore, vas-y, hein. Il y avait un truc à l'intérieur de moi, allez, lâche rien. Et donc je le vois qui se décompose. Celle-là je m'y attendais pas. Hein. Alors là, je me dis, bon allez, on persévère. Il me remet dans l'adulte, hein. Ah ben, il connaît son boulot. Il me dit, qu'est-ce que vous avez pas aimé dans la formation? Alors je dis, ah putain, je m'y attendais pas celle-là. Je dis, bah écoutez, je me suis raccrochée aux branches. La première journée, il s'est fait remplacer par une collègue que j'aime beaucoup aussi, qui a mon âge. Je lui dis, bah écoutez, nous on a payé pour 3 jours de formation avec vous. Le premier jour, vous nous mettez une petite nana, très gentille, hein, mais franchement, on n'a rien appris avec elle. Hein. J'étais mal. Limite effondrement. J'ai continué, décomposé, tout blanc. Ah bon, mais qu'est-ce que vous n'avez pas apprécié et tout. Enfin, je me dis, là, je vais faire un malaise, c'est pas possible. Je continue le truc, et puis, en fait, il faut que je vous dise aussi que toutes mes pensées, dans ce qu'on appelle des pensées automatiques, c'était le scénario que je me faisais moi avant. Donc ce que j'étais sûre qu'il allait se passer en faisant ça, c'est que déjà, lui, il allait me gueuler dessus en disant « Dites donc, vous êtes quand même boufflé, vous avez vu qui vous êtes, vous, pour me dire ça ?» Je pensais que mes collègues allaient me dire « Mais dis donc, mais n'importe quoi, qu'est-ce qui te prend là ?» Je m'imaginais même qu'on allait me prendre par le callback, on allait me tirer dehors. Hein. C'était mon scénario. Et en fait, je me suis rendu compte à quel point c'est facile de mentir, de raconter des conneries. Il se passe rien. Donc je pense qu'il a compris que c'était ma shame attack, il a abrégé mes souffrances. Et on a débriefé. Et là il me dit, mais alors là j'étais sur le cul, hein, parce que parmi toutes mes pensées automatiques, ça c'était jamais venu. Et il me dit, bah écoutez, Éléonore, venant de vous, vous êtes quand même une collègue très compétente. Vraiment, je l'ai vraiment pris sérieusement, parce que venant de vous, c'était vraiment une critique qui valait le coup d'être étudiée. Je vous apprécie tellement, enfin je sais plus comment il me l'a tourné, j'étais là. Ça c'était pas dans mon scénario de départ, c'était pas du tout. Mais vraiment faites-le parce que vous allez voir que quand vous allez dans vos zones où là on se sent pas à l'aise du tout, bah finalement souvent ça se passe pas du tout comme on l'avait anticipé. Pour vous donner des petits exemples de shame attack que vous pouvez faire un peu pour grignoter un petit peu dans votre zone de confort et pour permettre à votre cerveau de s'habituer, de créer de l'habituation. Et du coup de désensibiliser vos peurs aussi progressivement. Donc 2 façons d'attaquer les peurs, retraiter les schémas, donc là ça va être plus avec de l'EMDR, une thérapie qui est très efficace pour ça. Voilà. Et puis ensuite, là quand je vous parle de thérapie d'exposition, de thérapie cognitive, ça fait partie en gros des TCC, des thérapies cognitivo-comportementales. C'est des petites choses à pratiquer c'est de la gym, voilà, c'est de la gym d'entretien. À pratiquer un peu tous les jours pour habituer son cerveau. Vous frottez avec ce qui vous met mal à l'aise, hein, c'est pour travailler la neuroplasticité. Plus je pratique des TCC, plus je vais un peu me mettre à l'épreuve, gentiment, hein, me respectant, hein, je ne vais pas me traumatiser. Moi j'ai peur des serpents, vous m'enfermez dans un vivarium direct, je crois que je fais un infarctus. Hein. Donc moi pour m'exposer aux serpents, ça va être progressif, hein, vous me montrez déjà un dessin, pas une photo, un dessin
2 serpents, et il va falloir répéter. Et une fois que je dis ouais, c'est qu'un dessin, vous pouvez peut-être me passer un dessin animé de serpents. Donc ça, il va falloir répéter l'expérience pour désensibiliser. Et ensuite, vous allez me montrer une photo de serpent très très loin, hein, enfin juste qu'on voit la forme, quoi. On va réexposer, réexposer, réexposer. Jusqu'au temps où peut-être qu'on pourra mettre un serpent autour du cou. Alors je vous dis tout de suite, j'en suis pas encore arrivée là. Mais quelqu'un qui voudrait vraiment se désensibiliser avec les serpents, c'est ce qu'on ferait. En thérapie cognitivo-comportementale, vous avez à la fois de la restructuration cognitive, c'est-à-dire discuter ses pensées, comme on a fait un peu en s'exposant, hein, remettre en cause ses pensées, pas les prendre pour vraies, et puis aussi s'exposer aux situations qui nous mettent un peu mal à l'aise, qui nous activent dans nos peurs. Mais progressivement, hein, c'est une exposition graduelle. Après, les courbes de désensibilisation, donc ça monte en flèche, hein, quand vous êtes stressé, vous n'êtes pas bien. En général, ça fait à peu près un plateau qui va durer 20-25 minutes, et quand le cerveau s'est habitué, ça finit par redescendre. On ne peut pas être au taquet de stress comme ça en continu, le corps n'est pas fait pour. Ça m'a fait penser aux croyances limitantes. Oui, c'est la même chose, les pensées automatiques. Oui, tout à fait. En fait, dans le paquet hein, qu'on appelle nous pensées automatiques, il va y avoir les... Alors après, c'est toujours une question de terme, hein, mais en gros, c'est les mêmes choses. Les croyances limitantes. Hein. Je ne suis pas capable d'y arriver, je ne suis pas à la hauteur, je suis nulle. Les croyances limitantes, ça peut être aussi... Elles peuvent être là suite à une éducation. Oui, complètement. Il y a toujours cette histoire d'inné et d'acquis, et l'interaction entre les deux. Je sais pas, je donne un exemple. Ma mère me dit faut pas avoir confiance aux hommes. Et qu'après, je vais me construire. Voilà. Ma mère me dit faut pas avoir confiance aux hommes. Donc il y a certainement une logique elle, dans son histoire qui fait qu'elle a eu cet apprentissage-là. Mais si moi, effectivement, je me construis dans cette croyance, il va y avoir des problèmes. Alors après, je peux me rendre compte, comme je vous avais donné l'exemple de la dame là, ça fait des années qu'avec son mari, il n'y a pas de problème. Mais elle se rend compte qu'elle est tout le temps en train de scruter ses expressions. Donc elle a pris conscience qu'apparemment il y avait un problème. Donc une croyance où on parle de SPI, de schéma précoce inadapté ou d'autres choses. Ça peut avoir d'autres noms en fonction des théories. Mais globalement, dans la mécanique, c'est un peu la même chose. Donc il faut remettre en cause ses croyances. Donc la dissonance cognitive, c'est un petit peu ce qu'Olivier disait. La dissonance cognitive, c'est quand on n'est pas à raccord, justement. Alors, par exemple, avec les manipulateurs, ils vont nous extorquer des comportements. On ne va pas être complètement d'accord, mais on va le faire pour faire plaisir, ou pour pas avoir d'histoire, ou pour pas avoir de reproches. Et finalement, on ne peut pas rester en dissonance cognitive comme ça trop longtemps. Donc au bout d'un moment, on va faire ce qu'on appelle... Hop. Ouais, vous ne voyez pas si vous êtes au loin. Ce qu'on appelle la rationalisation après coup. Alors, pour nous faire changer de comportement, la manipulation des foules fonctionne beaucoup comme ça. C'est-à-dire qu'ils vont nous imposer quelque chose, au début on râle, on n'est pas content. Imaginons un changement de voirie. Il y avait une rue à double sens que je prenais tout le temps, et puis maintenant elle n'est plus qu'à sens unique. Bah, moi ça ne m'arrange pas du tout. Je râle, machin, avec tous mes voisins on râle, c'est pas pratique, je perds 10 minutes de plus, puis en plus il y a un feu rouge, et pourquoi ils ont fait ça, et les couillons, bon. Et puis finalement, à force de prendre ce nouvel axe, je ne vais pas pouvoir rester comme ça tout le temps en lutte vu que je ne peux pas le changer. Je vais bien être obligée, moi, de me mettre raccord quelque part. Et finalement, ça va se transformer au fil du temps et que je vais le prendre, ça ne va plus me poser de problème. Mais en plus, je vais dire, ah c'est quand même vachement pratique, hein, parce qu'avant il y avait beaucoup de circulation, maintenant c'est quand même beaucoup plus calme. Et je vais trouver des choses pour me réapproprier comme si quelque part c'était un peu ma décision. Donc la dissonance cognitive, à force, nous met en rationalisation après coup. Et c'est comme ça qu'on peut faire passer, comme des petites pilules, sans problème, certaines choses avec lesquelles on n'aurait jamais été d'accord auparavant. Là, je voulais vous montrer autre chose qui fait lien avec la théorie de l'analyse transactionnelle. Ça, vous devez connaître, ça s'appelle le triangle dramatique. Alors ça, si on se fait avoir justement avec un manipulateur, s'il n'est pas dans l'adulte, et si nous on est un petit Saint-Bernard, parce qu'ici vous êtes que des gens gentils, ça se voit, eh bien vous avez tendance à jumper pour rendre service. Donc on va rentrer, je ne sais pas si vous voyez, au fond vous pouvez vous lever, sinon, alors,
on va rentrer comme sauveteur ou sauveur. Donc là, on est bien avec une personne qui se plaint ou qui a une difficulté. Ou j'ai le cas d'une dame, là, mais elle s'affirme vachement. Hein. Elle a une copine, en fait, elle se rend compte que, bon, pas si terrible que ça, qui passait son temps à se plaindre de son mari, qui est un pervers narcissique, etc. Alors ma patiente a eu un mari pendant 30 ans pervers narcissique, donc forcément qu'elle est touchée. Cette voisine, copine, lui raconte le même truc. Donc au début, je vais l'aider, moi je sais faire, moi je suis passée par là, je sais ce que c'est. Sauf qu'en fait, elle se rend compte que c'est en disque rayé, qu'elle n'a pas forcément l'intention de s'en sortir, et que lui propose tout plein de solutions, machin, elle botte en touche, oui mais c'est trop cool, oui mais j'ai pas l'argent, oui mais... Donc elle commence à en avoir un petit peu marre. Mais au début, elle est un peu rentrée comme sauveteur, parce qu'elle était dans une plainte stérile, cette dame, elle n'a pas forcément fait de demande claire. Elle n'a fait que se plaindre. Et du coup, ma patiente lui a proposé des solutions. Donc je rentre comme sauveteur. Je ne sais pas si cet exemple il va aller jusqu'au bout, on va voir. Quand on rentre comme sauveteur, on prend la place ensuite de victime, parce que ça se retourne contre nous. Si ça va marcher avec ça. Donc finalement, elle finit comme victime, parce qu'en fait... quelque part, personne la harcèle, en fait. Elle l'appelle tout le temps et machin. Et elle en a ras-le-bol, elle ne sait plus comment s'en dépêtrer, elle ne veut pas la vexer. Et elle essaye de lancer des signaux énormes que l'autre ne voit pas ou ne veut pas voir. Et du coup, c'est sa victime. Et comme on continue de tourner, on finit persécuteur. Parce qu'en fait, ils nous font prendre la place du persécuteur. C'est-à-dire que si finalement, au bout du compte, ma patiente coupe vraiment les ponts en disant j'en ai ras-le-bol, eh ben elle va aller se plaindre à tout le monde en disant tu te rends compte ce qu'elle m'a fait, elle m'a planté, elle répond jamais, elle sait que je suis pas bien, elle me laisse dans la détresse, en plus elle est passée par là, elle sait la souffrance que c'est. Et du coup elle va remonter tout le monde contre elle. Donc si on rentre comme sauveteur, si on est dans son parent qui veut prendre soin, c'est comme ça qu'on rentre, on est dans son parent, on veut prendre soin. Et si on tombe sur un manipulateur, je mets des si, parce que si c'est quelqu'un de gentil, de normal, machin, il n'y a pas de souci. Je veux dire, ça arrive un peu tous les jours. C'est quand c'est répété qu'il y a un problème. Du coup, on va finir victime de cette personne, et elle va nous faire prendre la place de persécuteur une fois qu'on voudra sortir de la relation. Donc, pour ne pas rentrer, la trousse à outils. C'est un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure, si je dis oui quelque part, je dis non ailleurs, en fait, là, ce que tu m'as dit, ça me faisait penser à ça. On dit qu'il faut se poser la question dans les 3 sphères, si on veut rentrer là-dedans. Par exemple, dans la sphère enfant, c'est les émotions, ça va être est-ce que j'ai envie? Est-ce que j'ai envie de l'aider? Si je réponds oui, ok. Déjà, si je réponds non, parce que déjà, il ne faut pas y aller. Ensuite, dans le parent, c'est-à-dire est-ce que j'ai la compétence ou est-ce que j'ai les outils pour l'aider ou voilà. Est-ce qu'on est dans un cadre, par exemple ami-ami, où c'est mon rôle? Parce que ça peut être un cadre aussi où c'est pas mon rôle peut-être. Et ensuite l'adulte c'est est-ce que donc c'est est-ce que j'en ai envie, est-ce que je peux le faire? Si je réponds oui aux 3, c'est bon, je suis alignée. S'il y en a un des 3 où c'est du non, warning maximum. Ou alors on sait pourquoi on dit non quelque part, mais on décide d'y aller quand même. Et là, comme on disait tout à l'heure, il va falloir se mettre OK avec sa décision. Oui, parce que faire des choix, c'est renoncer. Et voilà. Bon, merci beaucoup de votre attention. Merci, c'était très bien. Merci beaucoup, j'espère que ça vous a parlé, que ça a nourri votre réflexion, Ça parle très bien. votre compréhension.